la vérité interdite sur la solitude. Il existe une vérité sur la solitude que presque personne n'ose dire, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle dérange trop de choses. Depuis l'enfance, on t'a appris à voir la solitude comme un problème, comme un manque, comme un signe que quelque chose ne va pas. Si tu es seul, c'est que tu n'es pas assez intéressant, pas assez sociable, pas assez aimé. C'est ce qu'on t'a répété, subtilement, encore et encore, à l'école, dans la famille, dans les films, dans les conversations ordinaires, partout. Le message est toujours le même. Un être humain normal est entouré. Il a des amis, il sort, il parle, il est intégré. Et s'il ne l'est pas, alors quelque chose cloche. Alors très tôt, tu apprends une chose. Tu apprends à craindre la solitude. Tu apprends à la fuir. Tu apprends à la cacher. Mais voici la première fissure dans cette histoire. La solitude n'est pas ce que l'on t'a dit. Et elle n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas une erreur. Elle n'est pas un échec social. La plupart du temps, elle est un symptôme de lucidité, et c'est précisément pour cela qu'elle dérange. Car plus quelqu'un voit clair, plus il devient difficile pour lui de rester au milieu du bruit. La plupart des relations humaines ne reposent pas sur la vérité. Elles reposent sur des rôles, des attentes, des accords tacites, des illusions partagées. Tout le monde joue quelque chose. Le collègue sympathique, l'ami drôle, la personne compréhensive, le membre de la famille fiable, et ces rôles fonctionnent parce que personne ne regarde trop profondément, personne ne pose trop de questions, personne ne veut vraiment savoir. On préfère la fluidité, on préfère la légèreté, on préfère que tout reste simple. Mais certaines personnes ne peuvent pas fonctionner ainsi, pas longtemps, parce qu'elles remarquent trop de choses, les contradictions, les hypocrisies, les petites manipulations sociales, les conversations creuses, les liens qui tiennent uniquement par habitude. Alors peu à peu, quelque chose se produit. Pas une rupture brutale, plutôt un glissement, un éloignement discret. Tu continues à parler, à sourire, à être présent. Mais intérieurement, tu es déjà ailleurs. Tu observes, tu analyses, tu comprends. Et ce que tu comprends rend certaines choses difficiles à ignorer. Tu vois que beaucoup de conversations ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent la validation. Tu vois que beaucoup de relations ne cherchent pas la profondeur. Elles cherchent le confort. Tu vois que beaucoup d'amitiés tiennent simplement parce que personne ne remet les règles en question. Alors une tension apparaît. Une tension silencieuse. Entre ce que tu vois et ce que tout le monde préfère continuer à jouer. Et cette tension a un prix. Ce prix s'appelle la solitude. Qui n'est pas la solitude physique, la solitude mentale, celle qui apparaît quand tu comprends des choses que les autres ne veulent pas voir, celle qui apparaît quand certaines illusions cessent de fonctionner sur toi, celle qui apparaît quand tu réalises que beaucoup de liens reposent sur des attentes invisibles, attentes que tu n'as plus envie de nourrir. Ce moment est souvent mal interprété, même par toi, parce qu'on t'a appris que la solitude devait être réparée. Alors tu cherches ce qui ne va pas. Tu te demandes, pourquoi je me sens à part? Pourquoi les conversations me fatiguent? Pourquoi certaines relations me semblent artificielles? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas appartenir totalement au même rythme? La réponse est rarement celle que l'on croit. Ce n'est pas toujours un manque, c'est souvent un décalage. Un décalage entre la lucidité intérieure et les règles invisibles du groupe. Mais car la société fonctionne sur un principe simple, la cohésion avant la vérité. Les relations humaines préfèrent souvent la stabilité à la lucidité. Un groupe fonctionne mieux quand les illusions sont partagées, quand les rôles sont acceptés, quand personne ne regarde trop profondément les mécanismes. Celui qui voit trop clair perturbe l'équilibre, pas volontairement, mais naturellement. Parce qu'il pose des questions, parce qu'il remarque des incohérences. C'est parce qu'il refuse certains jeux, et les groupes humains réagissent toujours de la même manière face à cela. Ils s'éloignent, ou ils isolent, pas toujours avec agressivité, souvent avec douceur, avec distance, avec silence, avec des invitations qui disparaissent,
avec des conversations qui deviennent superficielles, avec des regards qui ne cherchent plus vraiment la profondeur. Alors tu te retrouves seul et tu crois que c'est un problème, mais en réalité, c'est souvent un seuil, et un seuil invisible. Le moment où tu cesses de fonctionner uniquement selon les attentes extérieures. Le moment où certaines illusions cessent de suffire. Le moment où tu commences à voir le mécanisme. Et ce mécanisme est simple. Les relations humaines sont souvent moins honnêtes qu'elles ne le prétendent. Elles sont des équilibres, des arrangements, des systèmes de validation mutuelle. Tu me confirmes mon rôle, je confirme le tien, et tout le monde se sent stable. Mais quand quelqu'un sort de ce système, même légèrement, la dynamique change. La personne devient imprévisible, difficile à classer, difficile à contrôler. Et dans beaucoup de groupes, cela crée une distance naturelle. Ce n'est pas toujours une exclusion consciente. C'est une réaction instinctive. Les groupes protègent à leur stabilité. Même au prix de la vérité. Alors la solitude apparaît. Et pendant longtemps, on te dit quel est le problème. Mais voici la deuxième vérité. Et la solitude n'est pas toujours un désert. Parfois, c'est un espace. Un espace où certaines illusions cessent d'avoir du pouvoir. Un espace où tu peux observer les choses sans jouer un rôle. Un espace où tu n'as plus besoin de performer socialement. Un espace où certaines dépendances disparaissent, car beaucoup de relations humaines fonctionnent sur une dépendance invisible. La dépendance à la validation. Être apprécié, être accepté, être reconnu, être inclus. Et ces besoins sont profondément humains, mais ils peuvent aussi devenir des chaînes, parce que celui qui dépend trop du regard des autres perd progressivement sa liberté intérieure. Il ajuste ses mots, il ajuste ses opinions, il ajuste ses comportements pour rester intégré, pour rester apprécié, pour rester à l'intérieur du cercle. Mais quand quelqu'un traverse la solitude, il découvre quelque chose d'étrange. Le cercle n'est plus toujours nécessaire. Et cette découverte est déroutante, parce qu'elle retire un pilier invisible, le pilier du regard constant des autres. Sans ce regard, certaines choses deviennent plus claires. Tu vois mieux les dynamiques, tu vois mieux les jeux sociaux, tu vois mieux les motivations cachées derrière certaines interactions. Et cette clarté peut être inconfortable, parce qu'elle enlève une couche d'innocence, mais elle apporte aussi une force silencieuse. La force de ne plus dépendre totalement de la validation extérieure. La force de choisir ses relations plutôt que de les subir. La force de préférer la vérité à l'intégration automatique. Et c'est précisément pour cela que la solitude est rarement expliquée ainsi. Parce que quelqu'un qui comprend cela devient difficile à manipuler, difficile à influencer, difficile à maintenir dans certains systèmes. La solitude devient alors une étape, pas une destination. Une étape dans laquelle tu observes, tu comprends, tu reconstruis, et peu à peu, quelque chose change. Tu ne cherches plus simplement à appartenir, tu cherches à comprendre. Et cette recherche ouvre une porte que beaucoup préfèrent garder fermée. Parce que derrière cette porte se trouve une réalité plus froide, plus lucide, plus difficile à ignorer. La réalité que la plupart des jeux sociaux ne sont pas aussi innocents qu'ils le paraissent. Et c'est là que la véritable compréhension commence. Certains te diront que la solitude disparaît simplement avec l'effort, qu'il suffit d'essayer plus, de sortir davantage, de parler plus, de faire plus d'efforts pour comprendre les autres. On te répète souvent la même formule. Travaille sur toi, sois plus ouvert, sois plus patient, sois plus gentil, et tout finira par s'arranger. Ces phrases semblent sages, elles semblent raisonnables, mais elles cachent une vérité plus dérangeante. La solitude ne vient pas toujours d'un manque d'effort, elle vient parfois d'une compréhension trop lucide du jeu. Depuis longtemps, on te raconte une histoire simple, une histoire qui rassure. Si tu es honnête, si tu travailles dur, si tu es gentil, si tu es patient, les choses finiront par bien se passer. Cette histoire est répétée partout, dans l'éducation, dans les discours,
dans les conseils ordinaires. Elle donne l'impression que le monde fonctionne selon une logique juste. Mais quand on observe les choses sans filtre, on découvre autre chose. On découvre que beaucoup de systèmes humains ne fonctionnent pas uniquement sur le mérite. Ils fonctionnent sur l'adaptation sociale, sur la capacité à jouer un rôle, sur la capacité à comprendre les règles invisibles. Et ces règles ne sont presque jamais expliquées. Elles sont simplement observées, imitées, reproduites. Dans un groupe humain, ce qui compte n'est pas toujours la vérité. Ce qui compte souvent, c'est la fluidité. Quelqu'un qui dit ce que tout le monde pense, mais que personne ne veut dire, crée une tension. Quelqu'un qui remet en question les dynamiques établies, crée un malaise. Quelqu'un qui refuse de jouer certains rôles devient difficile à intégrer. Alors le groupe réagit, pas toujours consciemment, mais instinctivement. Il préfère ceux qui maintiennent l'équilibre. Même si cet équilibre repose sur des illusions. Voilà pourquoi certaines personnes qui travaillent énormément sur elles-mêmes se retrouvent paradoxalement plus seules, parce qu'elles commencent à voir les mécanismes. Elles voient quand une conversation est vide. Elles voient quand une relation est basée sur l'intérêt. Elles voient quand quelqu'un manipule subtilement l'attention ou la sympathie. Et à partir de ce moment, certaines interactions deviennent fatigantes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont transparentes. On voit le rôle, on voit l'attente, on voit la stratégie. Et une fois que tu vois cela, il devient difficile de revenir en arrière. C'est un peu comme découvrir les coulisses d'un spectacle. Avant, tu regardais la scène. Tout semblait naturel, spontané. Maintenant, tu vois les feels, les décors, les répétitions. Et même si le spectacle continue, tu sais comment il fonctionne. Et cette lucidité change quelque chose. Elle change la manière dont tu participes. Tu deviens plus prudent, plus observateur, moins automatique. Et ce changement est souvent interprété comme de la distance, comme du détachement, comme une froideur. Mais en réalité, c'est souvent simplement de la conscience. La conscience que beaucoup d'interactions humaines ne sont pas entièrement honnêtes. Elles sont structurées, codées, régulées par des attentes implicites. Et la plupart des gens ne veulent pas les analyser, parce que ces structures rendent la vie sociale plus simple, plus fluide, plus prévisible. Mais celui qui commence à voir les mécanismes ne peut plus participer avec la même innocence, et c'est là que la désillusion apparaît. Une désillusion calme, pas amère, pas violente, juste lucide. La désillusion que l'effort seul ne garantit pas l'intégration, que la gentillesse seule ne garantit pas la loyauté, que la patience seule ne garantit pas le respect. Parce que les relations humaines ne fonctionnent pas seulement sur des qualités morales, elles fonctionnent aussi sur des dynamiques de pouvoir, de statut, d'influence, de perception. Dans un groupe, la perception est souvent plus importante que la réalité. Celui qui paraît sûr de lui est souvent suivi. Celui qui paraît influent est souvent respecté. Celui qui paraît indifférent au regard des autres intrigue. Et celui qui cherche trop à être accepté perd parfois sa position. C'est un mécanisme étrange, mais il est ancien. Les groupes humains fonctionnent ainsi depuis longtemps. Ils organisent leur équilibre autour de signaux invisibles. Signaux de confiance, signaux de dominance, signaux de conformité, et celui qui ne comprend pas ces signaux peut jouer honnêtement dans un jeu qui ne récompense pas toujours l'honnêteté. C'est là que beaucoup de personnes lucides se sentent décalées, parce qu'elles ont appris une règle et qu'elles découvrent que la partie fonctionne autrement. Elles ont appris que la sincérité crée des liens solides, mais elles découvrent que certains liens reposent sur la stratégie. Elles ont appris que l'effort attire le respect, mais elles découvrent que la perception attire souvent plus d'attention. Elles ont appris que la gentillesse crée l'harmonie, mais elles découvrent que trop de gentillesse peut parfois réduire la valeur perçue. Cette découverte n'est pas agréable. Elle casse certaines illusions, mais elle apporte aussi une compréhension importante. Le monde social n'est pas toujours un espace moral. C'est aussi un espace stratégique. Et dans cet espace, beaucoup de gens jouent instinctivement, sans analyser, sans expliquer. Ils s'adaptent, ils imitent,
Ils suivent les dynamiques du groupe, mais celui qui analyse trop, celui qui observe trop, se retrouve parfois en dehors du rythme. Et parce que la lucidité ralentit, elle ralentit la participation automatique, elle ralentit les réactions sociales, elle ralentit la conformité. La lucidité demande du temps, du recul, de l'observation. Et dans un monde où beaucoup de dynamiques reposent sur la rapidité sociale, cela crée un décalage. Alors la solitude apparaît encore une fois, non pas parce que la personne est incapable de se connecter, mais parce qu'elle voit trop clairement certains mécanismes et qu'elle refuse de les reproduire sans conscience. Ce moment est délicat, parce qu'il peut créer deux réactions opposées. La première réaction est la frustration. On se dit que le système est injuste, que les règles sont fausses, que tout est manipulé, et cette vision peut devenir amère. La seconde réaction est plus calme, plus stratégique. Elle consiste à observer, à comprendre, à accepter que certains systèmes fonctionnent ainsi, sans pour autant s'y perdre. Et c'est cette deuxième posture qui transforme la solitude. Elle transforme la solitude en espace d'analyse, un espace où l'on regarde les dynamiques humaines sans se précipiter pour les rejoindre, un espace où l'on reconstruit sa manière d'interagir, pas pour plaire, pas pour être accepté à tout prix, mais pour rester lucide, car une chose devient claire à ce moment-là. Tu jouais honnêtement dans un jeu biaisé, et comprendre cela change tout. Ou parce qu'à partir de là, tu ne joues plus aveuglément. Tu choisis, tu observes, tu décides. Et cette transition est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne change pas immédiatement ton environnement. Mais intérieurement, elle transforme ta position. Tu n'es plus seulement un participant. Tu es aussi un observateur. Et celui qui observe le jeu commence à voir les règles invisibles, celles que personne n'explique, celles que tout le monde suit, celles qui déterminent souvent les dynamiques humaines. Et c'est là que la solitude révèle sa deuxième fonction. Elle crée de la distance, et la distance crée de la clarté. Ce que tu vois maintenant, la plupart préfèrent ne jamais le regarder, parce que cela oblige à remettre en question beaucoup de choses. Mais toi, tu as déjà franchi ce seuil, et une fois ce seuil franchi, il n'existe qu'une seule direction possible, comprendre encore plus profondément. Et les mécanismes invisibles qui gouvernent les relations humaines. Au début, la solitude semble simplement être un espace vide, moins de conversations, moins de messages, moins de présence autour de toi. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange apparaît. Ce vide commence à révéler des structures que l'on ne voit presque jamais quand on est constamment entouré, parce que la présence permanente des autres brouille l'observation. Quand le bruit disparaît, et certains mécanismes deviennent visibles, des mécanismes discrets, subtils, mais puissants. Et le premier de ces mécanismes commence très tôt, bien avant que tu en sois conscient, dans l'enfance. Un enfant apprend très vite une chose essentielle pour survivre socialement. Il apprend à être accepté, pas nécessairement à être lui-même, à être accepté. La différence est immense. Un enfant observe les réactions autour de lui, les sourires, les approbations, les critiques, les silences. Il comprend rapidement ce qui est récompensé et ce qui ne l'est pas. Alors il s'adapte. Il ajuste son comportement, ses paroles, ses émotions. Il apprend quels aspects de lui-même peuvent être montrés et quels aspects doivent être cachés. Ce processus est presque invisible, mais il façonne profondément l'identité. Peu à peu, l'enfant construit une version de lui-même qui fonctionne socialement, une version acceptable, une version lisible pour les autres, une version qui obtient moins de rejet. Ce n'est pas une manipulation. C'est un mécanisme de survie sociale. Mais avec le temps, cette adaptation crée une distance entre l'identité intérieure et le rôle extérieur. Beaucoup de gens vivent toute leur vie dans cette adaptation. Ils deviennent experts dans leur rôle. Ils savent comment parler, comment réagir,
comment être perçu. Mais certaines personnes commencent à ressentir une friction, une sensation étrange, qui est comme si quelque chose n'était pas entièrement aligné. Cette sensation est souvent le début de la lucidité. La lucidité ne commence pas par une grande révélation, elle commence par un inconfort discret, une impression que certaines interactions sont mécaniques, que certaines réactions sont prévisibles, que certains comportements sont répétés presque automatiquement. Et plus cette observation se développe, plus certaines dynamiques deviennent claires. La validation sociale est l'une des plus puissantes. Les êtres humains sont profondément sensibles au regard des autres. Ce regard peut soutenir, encourager, donner de l'énergie, mais il peut aussi conditionner quand quelqu'un dépend fortement de la validation extérieure. Il commence inconsciemment à modeler son comportement. Il parle pour être apprécié, il agit pour être reconnu. Il évite ce qui pourrait créer un rejet. Ce mécanisme est extrêmement répandu. Il structure la majorité des interactions sociales, et la plupart du temps, il fonctionne sans être analysé. Les gens ne pensent pas consciemment. Je vais ajuster mon comportement pour rester accepté. Ils le font naturellement, instinctivement. Mais quand quelqu'un commence à observer ce mécanisme, quelque chose change. Il voit les micro-ajustements, les compliments stratégiques, les opinions qui suivent l'opinion dominante, les silences prudents, les désaccords évités. Et à partir de ce moment, certaines conversations perdent leur spontanéité. On commence à voir les dynamiques invisibles. Qui influence qui cherche l'approbation, qui évite le conflit, qui joue le rôle dominant, qui cherche la validation du groupe. Ce regard lucide transforme l'expérience sociale, pas nécessairement de manière négative, mais de manière irréversible, parce que l'innocence disparaît. On ne voit plus seulement les mots, on voit les intentions, on ne voit plus seulement les gestes, on voit les dynamiques, et cette perception supplémentaire peut être lourde, parce qu'elle augmente la charge mentale. Chaque interaction devient plus complexe. Chaque conversation contient plusieurs niveaux. Le niveau des mots, le niveau des intentions, le niveau des positions sociales. Alors certaines personnes commencent à se retirer, pas par rejet des autres, mais par fatigue cognitive. Observer constamment les dynamiques humaines demande de l'énergie, et beaucoup de personnes lucides sont aussi sensibles. Elles ressentent les tensions, les incohérences, les non-dits, elles perçoivent ce que beaucoup préfèrent ignorer. Cette sensibilité n'est pas toujours un avantage. Elle peut rendre certaines situations plus difficiles, mais elle donne aussi une profondeur d'analyse, car comprendre les mécanismes humains exige une chose essentielle: la capacité d'observer sans être immédiatement absorbé par le jeu. La solitude crée précisément cette distance. Elle retire la pression constante de la participation. Elle permet d'observer les structures sans être obligé de les suivre. Et dans cette distance, d'autres mécanismes apparaissent. La peur sociale. Cette peur est rarement spectaculaire. Elle ne ressemble pas toujours à de la panique. Elle ressemble souvent à de petits ajustements. Ne pas dire quelque chose. Ne pas poser une question. Ne pas exprimer une idée différente. Ces ajustements semblent insignifiants, mais accumulés sur des années, ils construisent des dynamiques puissantes, des dynamiques de conformité. La conformité n'est pas toujours imposée, elle est souvent implicite. Un groupe développe naturellement certaines normes, certaines idées dominantes, certaines attitudes valorisées. Celui qui s'en éloigne trop ressent rapidement une pression subtile, un regard, un silence, une plaisanterie, un commentaire léger. Ces signaux suffisent souvent à maintenir l'équilibre du groupe. La plupart des gens préfèrent rester dans cet équilibre, parce que l'appartenance est un besoin profond. Mais celui qui devient trop lucide sur ces mécanismes ressent une tension. Participer pleinement au groupe exige parfois de fermer les yeux sur certaines dynamiques. Et cette fermeture devient difficile. Alors la solitude revient. Mais cette fois, elle n'est plus seulement un manque, elle devient un espace de clarté. Dans cet espace, certaines vérités apparaissent. La première est simple. Tout le monde joue un rôle, pas par malveillance,
Mais par adaptation, la deuxième vérité est plus difficile. Beaucoup de relations reposent sur ces rôles. Si le rôle disparaît, la relation change. Parfois, elle disparaît aussi. C'est une réalité que peu de gens veulent regarder directement, parce qu'elle remet en question beaucoup de liens. Mais celui qui traverse la solitude lucide voit ces structures. Et cette vision peut être inconfortable, mais elle apporte aussi une liberté. La liberté de ne plus dépendre entièrement des rôles sociaux. La liberté de choisir quand participer, quand se retirer, quand observer, quand agir. Cette liberté change profondément la relation au monde, parce qu'elle retire une grande partie de la pression sociale, la pression d'être constamment aligné avec les attentes, la pression de maintenir certaines images, la pression de satisfaire des validations extérieures. Celui qui comprend ces mécanismes commence à reconstruire sa posture, pas une posture de retrait permanent, mais une posture de conscience, une posture où chaque interaction est choisie et non subie. Mais ce changement demande du temps, parce que les conditionnements sociaux sont anciens, ils sont profonds, ils sont répétés depuis des années. Et sortir complètement de ces automatismes ne se fait pas en un instant. C'est un processus silencieux, un processus dans lequel certaines croyances tombent, certaines attentes disparaissent, et certaines habitudes cessent progressivement de fonctionner. C'est dans ce processus que la solitude prend une nouvelle signification. Elle cesse d'être uniquement un isolement. Elle devient un laboratoire, un lieu intérieur où l'on observe les mécanismes humains, où l'on comprend les dynamiques invisibles, où l'on reconstruit sa manière d'exister dans le monde. Et cette reconstruction prépare quelque chose d'essentiel, un changement de posture, une posture plus calme, plus stratégique, moins dépendante. Car comprendre les mécanismes invisibles ne suffit pas. Encore faut-il transformer cette compréhension en une manière nouvelle de se tenir dans le monde. C'est là que commence la prochaine étape, le véritable déconditionnement. Oh, comprendre les mécanismes ne suffit pas. Beaucoup de personnes voient clair, beaucoup comprennent les dynamiques, mais elles restent prisonnières des mêmes réflexes, parce que comprendre n'est qu'une étape. Le véritable changement commence lorsque certains automatismes cessent. Ces automatismes sont anciens. Ils se sont installés lentement, par répétition, par adaptation, par peur parfois, et surtout par habitude. Le premier automatisme est une croyance presque invisible, la croyance que tu dois être compris par tout le monde. Pendant longtemps, tu as essayé d'expliquer tes intentions, expliquer tes choix, expliquer ta manière de voir les choses, expliquer pourquoi tu prends de la distance, expliquer pourquoi certaines dynamiques ne te conviennent plus. Tu pensais que si les gens comprenaient, ils respecteraient. Mais le monde social ne fonctionne pas toujours ainsi. Et certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent simplement à maintenir leur perception. Et face à cela, expliquer devient un piège. Plus tu expliques, plus tu te justifies. Plus tu te justifies, plus ta position semble fragile. C'est un mécanisme subtil, mais puissant. Le premier changement commence ici. Arrêtez d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Le calme remplace la justification. La position remplace l'argument. La présence remplace le discours. Ce changement est silencieux, mais il modifie profondément la dynamique. Parce que quelqu'un qui ne cherche plus à convaincre devient difficile à déplacer. Le deuxième automatisme est encore plus courant. C'est l'habitude de donner trop. Donner son attention, donner son énergie, donner son écoute, donner son temps, sans mesurer, sans filtrer, parce que tu as appris que la générosité crée les liens. Et parfois c'est vrai. Mais dans beaucoup de situations, donner trop tôt crée l'effet inverse. L'être humain valorise ce qui demande un effort, ce qui demande un accès, ce qui demande une progression. Quand quelque chose est donné immédiatement, sa valeur diminue, pas par ingratitude, mais par psychologie. Alors celui qui donne constamment devient parfois invisible, pas parce qu'il n'a rien à offrir, mais parce que son offre est devenue normale, attendue, automatique. Le déconditionnement commence ici aussi.
apprendre à ralentir le don, apprendre à observer avant d'investir, apprendre à laisser les dynamiques se révéler. Cela ne signifie pas devenir froid, cela signifie devenir sélectif. La sélectivité protège l'énergie. Et l'énergie est une ressource souvent gaspillée dans des interactions sans profondeur. Le troisième automatisme est plus subtil. C'est l'habitude de chercher l'harmonie à tout prix. Éviter les tensions, éviter les désaccords, éviter les confrontations. Pendant longtemps, cette stratégie semble fonctionner. Elle maintient la paix, elle maintient les relations. Mais elle a un coût invisible, elle oblige à ajuster constamment sa position, à adoucir ses paroles, à cacher certaines vérités et à long terme, elle crée une fatigue, parce que maintenir l'harmonie artificielle demande un effort constant. Le déconditionnement ne consiste pas à devenir conflictuel. Il consiste à accepter que certaines tensions sont naturelles. Quand quelqu'un affirme calmement sa position, certaines personnes s'éloignent, et c'est normal. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Toutes les dynamiques ne sont pas compatibles. Accepter cela libère énormément d'énergie. Parce que tu n'essaies plus de maintenir artificiellement des équilibres fragiles. Tu laisses les relations se filtrer naturellement. Certaines restent, d'autres disparaissent. Et ce filtrage crée quelque chose de précieux, de l'espace. L'espace est essentiel pour la lucidité. Quand tout est rempli, les mécanismes sont invisibles. Quand il y a de l'espace, les choses deviennent claires. C'est dans cet espace que la posture change. Une posture plus calme, moins réactive, moins pressée. Celui qui s'est déconditionné ne cherche plus à être partout. Il choisit, il observe, il intervient avec précision. Cette précision change la perception. Et parce que quelqu'un qui parle rarement, mais clairement, est écouté différemment. Quelqu'un qui agit rarement, mais avec cohérence, devient lisible. Et la lisibilité crée le respect. Pas un respect bruyant, pas un respect théâtral, un respect silencieux. Celui qui apparaît quand les gens sentent une frontière, une stabilité, une cohérence. Ce respect ne se demande pas, il se dégage, naturellement. Parce que la posture intérieure a changé. Cette posture repose sur 4 principes simples. Le calme. Celui qui reste calme observe mieux. La frontière. Celui qui protège son énergie reste stable. La stratégie. Celui qui comprend les dynamiques agit avec précision. La patience. Celui qui n'est pas pressé voit les choses se révéler. Ces 4 éléments transforment la solitude. Elle cesse d'être un manque. Elle devient une base intérieure solide, une base à partir de laquelle tu choisis tes relations. Dans tes interactions, tes engagements, sans dépendre entièrement du regard extérieur. À ce stade, quelque chose devient évident. La solitude n'était pas une erreur. Elle était une transition entre 2 manières de vivre. La première est automatique, conditionnée, dépendante des dynamiques du groupe. La seconde est consciente, choisie, alignée avec une compréhension plus profonde. Cette transition demande du courage, parce qu'elle implique parfois de laisser certaines choses derrière, certaines habitudes, certaines relations, certaines illusions, mais elle apporte quelque chose de rare, la clarté, et la clarté change tout. Elle change la manière de parler, la manière d'écouter, la manière d'agir, et surtout la manière de se tenir face au monde. Ce changement ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas l'attention, mais ceux qui savent observer le remarquent. Parce que quelqu'un qui s'est déconditionné possède une qualité particulière, une stabilité intérieure, une stabilité qui ne dépend plus entièrement du regard des autres. Et cette stabilité est rare, très rare, mais elle prépare quelque chose d'encore plus puissant. Une compréhension simple. La solitude n'était pas la fin du chemin. Elle était le passage nécessaire vers une force intérieure plus silencieuse. Une force que peu de gens comprennent, mais que beaucoup reconnaissent instinctivement quand ils la rencontrent. Il y a un moment où tout devient plus calme,
pas parce que le monde a changé, mais parce que ta manière de le regarder a changé. Au début, la solitude semblait être un vide, un manque, une anomalie, une sensation étrange d'être légèrement en dehors du mouvement général. Mais avec le temps, quelque chose devient évident. Ce vide n'était pas réellement vide. Il était rempli d'observation, de compréhension, de prise de conscience. Il était rempli de tout ce que le bruit constant empêche normalement de voir. La plupart des gens vivent au milieu d'un flux permanent, des conversations, des interactions, des réactions. Et dans ce flux, peu de choses sont analysées, peu de choses sont questionnées. La vie sociale avance rapidement. On suit le rythme, on suit les habitudes, on suit les attentes du groupe, mais celui qui a traversé la solitude lucide a vécu autre chose. Il a ralenti. Et il a observé. Il a compris certaines structures invisibles. Il a vu les rôles, il a vu les dynamiques, il a vu les mécanismes de validation. Et une fois que ces choses deviennent visibles, elles ne disparaissent plus. Elles restent, comme une couche supplémentaire de perception. Cette perception change profondément la manière de vivre les relations. On ne cherche plus simplement à appartenir, on cherche à comprendre, on ne cherche plus simplement à être accepté. On cherche à rester cohérent. Cette cohérence intérieure est une force calme, une force qui ne cherche pas à convaincre, une force qui ne cherche pas à prouver. Elle existe simplement. Et cette force transforme la solitude. Parce qu'à ce stade, la solitude n'est plus un isolement. Elle devient une indépendance, l'indépendance du regard constant, l'indépendance des attentes invisibles, l'indépendance des dynamiques sociales automatiques. Et cette indépendance ne signifie pas vivre coupé du monde. Elle signifie vivre sans dépendre entièrement de lui. C'est une différence subtile, mais immense. Celui qui dépend du regard des autres ajuste constamment sa position. Celui qui ne dépend plus entièrement de ce regard reste stable. Et cette stabilité change la qualité des relations. Parce que les relations ne sont plus basées uniquement sur la validation. Elles deviennent basées sur le choix. Choisir avec qui parler. Choisir avec qui partager son énergie. Choisir avec qui construire quelque chose de réel. Cette sélection naturelle réduit le nombre de relations, mais elle augmente leur profondeur. Car les liens qui restent ne reposent plus uniquement sur l'habitude. Ils reposent sur une compréhension mutuelle, sur une reconnaissance silencieuse, la reconnaissance que chacun voit un peu plus clair. Beaucoup de personnes ne vivent jamais cette transition, et elles restent dans la première dynamique. La dynamique de la validation constante, et il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement la manière la plus commune de fonctionner. Mais toi, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà franchi un seuil discret, un seuil que peu de gens identifient clairement, le seuil où l'on cesse de chercher uniquement l'intégration et où l'on commence à chercher la vérité des dynamiques. Ce seuil change tout, parce qu'il transforme la manière dont tu interprètes le monde. Avant, certaines situations te semblaient confuses, certaines réactions semblaient injustes, certaines dynamiques semblaient incompréhensibles. Maintenant, elles deviennent lisibles, pas forcément agréables, mais lisibles. Et la lisibilité apporte quelque chose de précieux, la liberté intérieure, la liberté de ne pas réagir immédiatement, la liberté de ne pas suivre chaque dynamique, la liberté d'observer avant d'agir. Mais cette liberté est silencieuse, elle ne se montre pas, elle ne cherche pas à impressionner, mais elle est perceptible. Les gens sentent instinctivement quand quelqu'un possède cette stabilité, ils sentent la différence, parce qu'une personne stable ne cherche pas constamment à capter l'attention. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur, elle ne cherche pas à s'imposer. Elle existe simplement avec cohérence. Et cette cohérence crée un phénomène étrange. Le respect apparaît, et pas un respect demandé, pas un respect forcé, un respect naturel. Celui qui apparaît quand quelqu'un ne dépend plus entièrement du regard extérieur.
Beaucoup de personnes passent des années à chercher ce respect, à essayer de le provoquer, à essayer de le réclamer. Mais le respect ne fonctionne pas ainsi. Il apparaît quand certaines dépendances disparaissent, quand la posture intérieure devient stable, quand les limites deviennent claires. C'est quand l'énergie cesse d'être distribuée partout. Ce respect ne change pas tout, mais il change la dynamique. Parce que quelqu'un qui possède cette stabilité n'est plus facilement déplacé. Il n'est plus facilement manipulé. Il n'est plus facilement absorbé par les dynamiques du groupe. Il observe, il choisit, il agit avec précision. Et cette précision transforme la manière dont le monde interagit avec lui. C'est là que la vérité finale apparaît. Et la solitude que tu pensais être un problème était en réalité une transformation lente, silencieuse, une transformation qui t'a obligé à regarder certaines choses de près, à comprendre certaines dynamiques, à reconstruire ta posture intérieure. Beaucoup de gens évitent cette transformation parce qu'elle demande du recul, elle demande de la patience, elle demande parfois de traverser des périodes d'isolement. Mais ceux qui la traversent découvrent quelque chose d'important. La solitude n'était pas une punition, elle était un passage vers une version plus consciente de toi-même, une version moins dépendante, moins influençable, plus stable. Et une fois ce passage traversé, le monde social ne disparaît pas. Il devient simplement plus lisible. Les relations continuent, les interactions continuent, mais elles ne contrôlent plus ton équilibre intérieur. Et parce que cet équilibre vient désormais d'un endroit plus profond, un endroit calme, un endroit solide, un endroit où certaines illusions ont cessé de diriger tes choix. Et c'est peut-être la chose la plus rare aujourd'hui. Dans un monde rempli de bruit, de validation permanente et de réactions rapides, la lucidité calme devient une force discrète, mais une force réelle. Et alors, si tu as reconnu une partie de ton expérience dans ces mots, ce n'est probablement pas un hasard. Cela signifie simplement que tu observes déjà certaines choses, que tu vois déjà certaines dynamiques, et que tu es peut-être en train de traverser cette transition. Si c'est le cas, ne cherche pas à revenir en arrière. Continue simplement à observer, à comprendre, à affiner ta posture, parce que la lucidité n'isole pas toujours. Elle sélectionne, elle filtre, elle révèle les relations qui peuvent exister sans illusion. Et celles-là sont rares, mais elles sont réelles. Si cette réflexion t'a parlé, tu peux le dire simplement dans les commentaires. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités que peu de gens regardent vraiment, tu peux aussi t'abonner, parce qu'ici, nous ouvrons des portes que la plupart préfèrent garder fermées.